Au fil des millénaires, l'histoire a été gravée dans la pierre, sur des parchemins et dans les silences de la nature. Il existe des chapitres de notre passé qui, malgré les efforts acharnés des explorateurs, des scientifiques et des archéologues, demeurent enveloppés d'une obscurité presque impénétrable. Des lieux où les pistes s'évanouissent, des civilisations qui disparaissent sans la moindre explication, des savoirs ancestraux que la jungle a dévorés. Pourquoi la plus grande forêt tropicale du monde, ce poumon vert de la planète, est-elle aussi le gardien des plus grands secrets de l'humanité? Quels messages oubliés se cachent sous sa canopée dense et humide? Et quelles vérités interdites reposent sous ses sols, attendant d'être redécouvertes? Ce soir, nous voyagerons ensemble à travers les replis les plus sombres de l'histoire amazonienne. Nous nous aventurerons au cœur d'énigmes qui défient la logique, de mystères qui, encore aujourd'hui, résistent farouchement à la vérité. Alors, installez-vous confortablement, tamisez les lumières et préparez-vous à vous immerger dans les mystères historiques non résolus de l'Amazonie. L'insaisissable Eldorado, la cité d'or perdue. Notre voyage commence avec une légende qui a enflammé l'imagination du monde entier, une histoire née de la cupidité et du mystère, celle de l'Eldorado. Depuis le XVIe siècle, ce nom résonne comme la promesse d'une richesse inimaginable, une cité aux bâtiments d'or massifs, aux rues pavées d'émeraudes, cachées au plus profond d'une jungle impitoyable. Pour les conquistadors espagnols, fraîchement débarqués sur un continent nouveau et déroutant, l'Eldorado n'était pas un simple mythe. C'était une certitude, une récompense divine qui justifiait tous les dangers. Les récits des indigènes, souvent mal interprétés ou délibérément exagérés, parlaient d'un roi qui, chaque année, se couvrait le corps de poussière d'or avant de s'immerger dans un lac sacré en offrande aux dieux. Cette cérémonie, celle de Eldorado, l'homme doré, fut le germe d'une obsession qui allait coûter la vie à des milliers d'hommes. Des explorateurs comme Francisco de Orellana, le premier Européen à descendre le fleuve Amazone, ou Gonzalo Pizarro, frère du conquérant de l'Empire Inca, ont sacrifié des fortunes et des armées entières dans cette quête effrénée. Ils ont affronté la faim, les maladies tropicales, les flèches empoisonnées des tribus gardiennes de la forêt, pire encore, la folie qui guette ceux qui poursuivent une chimère. Chaque expédition revenait décimée, mais avec des rumeurs encore plus folles, des récits de survivants délirants qui prétendaient avoir aperçu au loin des toits d'or brillant sous le soleil. Mais que se cache-t-il réellement derrière cette légende? La première théorie, la plus pragmatique, est celle d'une simple erreur d'interprétation. Les historiens s'accordent à dire que le rituel de l'homme doré a bien existé, pratiqué par le peuple Muisca dans l'actuelle Colombie, autour du lac Guatavita. Il s'agissait d'une cérémonie religieuse et non de la capitale d'un empire richissime. Les Espagnols, aveuglés par leur soif de richesse, auraient transformé un rituel en une ville, une offrande en une promesse de pillage. L'Eldorado n'aurait donc jamais été un lieu, mais un homme. Cette explication, bien que logique, ne satisfait pas tout le monde. Car une question demeure. Comment une simple cérémonie a-t-elle pu alimenter une quête aussi longue et sanglante sur un territoire aussi vaste que l'Europe? C'est là qu'émerge une seconde hypothèse, bien plus troublante. Et si l'Eldorado avait été une ruse, une formidable stratégie de défense imaginée par les peuples indigènes? Confrontés à une invasion brutale, les chefs de tribus auraient pu inventer et propager l'histoire d'une cité d'or, en la situant toujours plus loin, toujours plus profondément dans la jungle inhospitalière. C'était un moyen génial d'éloigner les conquistadors de leur propre terre, de les envoyer vers une mort certaine, piégés par la forêt et par leur propre cupidité. L'Eldorado serait alors le plus grand mensonge de l'histoire, une arme de guerre psychologique qui a fonctionné au-delà de toutes les espérances. Mais cette théorie soulève, elle aussi, des interrogations. Comment des tribus isolées, parlant des langues différentes, auraient-elles pu coordonner une supercherie d'une telle ampleur? Enfin, il reste la théorie la plus séduisante, celle qui continue de faire rêver les aventuriers. Et si l'Eldorado, ou une civilisation d'une richesse comparable, avait réellement existé? Pendant des siècles, les scientifiques ont considéré l'Amazonie comme un faux paradis, une terre trop pauvre pour avoir abrité de grandes civilisations. Mais de récentes découvertes archéologiques, comme d'immenses cités interconnectées dans la région du Ing au Brésil, prouvent le contraire. Des sociétés complexes, comptant des centaines de milliers d'habitants, ont prospéré pendant des siècles avant de disparaître mystérieusement, probablement à cause des maladies apportées par les Européens. Est-il possible que l'une de ces cités,
particulièrement riche en or, ait été la source de la légende? Aurait-elle été si complètement absorbée par la jungle que nous marchons aujourd'hui sur ces ruines sans même nous en rendre compte? La légende de l'Eldorado est-elle le souvenir fantomatique d'un monde perdu? L'or est toujours là, mais la cité, elle, a été rendue à la terre, son histoire effacée par la végétation. La quête de l'Eldorado est peut-être terminée, mais le véritable mystère ne fait que commencer, celui des civilisations amazoniennes que nous commençons à peine à découvrir. La cité perdue de Zed et le destin de Percy Fawcett. Alors que l'obsession pour l'or s'estompait, un autre type de quête a pris le relais au début du XXe siècle. Une quête non pas de richesse, mais de connaissance, de la gloire de découvrir une civilisation perdue. Et nul n'incarne mieux cette quête que le colonel Percy Harrison Fawcett, un explorateur britannique, un homme d'une autre époque, à la fois cartographe, espion et mystique. Fawcett était convaincu que la jungle amazonienne abritait les ruines d'une cité antique incroyablement sophistiquée, une civilisation mère qu'il nomma la cité perdue de Zed. Sa conviction ne reposait pas sur des rumeurs, mais sur des indices tangibles. Il s'appuyait sur des fragments de poterie découverts au hasard de ses expéditions cartographiques et surtout sur un document énigmatique conservé à la Bibliothèque nationale de Rio de Janeiro, le manuscrit 512. Ce texte, rédigé par un explorateur portugais du XVIIIe siècle, décrivait en détail une cité de pierre perdue au cœur du Mato Grosso, avec ses arches, ses statues et ses hiéroglyphes. Pour Fawcett, ce n'était pas une fiction, c'était la preuve. Il était persuadé que cette civilisation était d'origine atlante, survivante du continent englouti. Pendant des années, Fawcett a préparé son expédition ultime. Il a étudié les langues indigènes, appris les techniques de survie les plus extrêmes et rassemblé des fonds avec une détermination sans faille. En 1925, accompagné de son fils aîné Jacques et de l'ami de ce dernier, Raleigh Grimel, il s'enfonça une dernière fois dans la jungle brésilienne. Son plan était audacieux. Voyager léger, vivre de la chasse et de la cueillette pour ne pas dépendre de lourds convois et ainsi se fondre dans l'environnement. Sa dernière communication fut une lettre, envoyée par un messager, datée du 29 mai 1925. Il y décrivait leur position, au lieu-dit du camp du cheval mort, et se montrait optimiste, affirmant être sur la bonne voie. Après ce message, plus rien. Le silence absolu. Percy Fawcett, son fils et leurs compagnons s'étaient volatilisés. Leur disparition a déclenché l'une des plus grandes opérations de recherche du XXe siècle. Des dizaines d'expéditions ont été lancées, des centaines d'hommes ont risqué leur vie pour retrouver la sienne. Mais tout ont échoué. La jungle avait avalé le colonel et son secret. Cet échec n'a fait qu'alimenter les théories les plus folles. La première hypothèse, la plus probable, est qu'ils ont simplement succombé au péril de la forêt. Une attaque d'animaux, une maladie foudroyante, la famine. Ou plus vraisemblablement, ils ont été tués par une tribu hostile. Plusieurs récits de tribus locales, recueillis des années plus tard, semblent corroborer cette version. Le chef des Kalapalo aurait raconté que les 3 hommes, affaiblis et boitants, avaient été tués pour avoir offensé la tribu. En 1951, l'explorateur Orlando Villaboa a même reçu des ossements qui, selon la tribu, appartenaient à Fawcett. Mais les analyses effectuées en Angleterre ont été formelles. Les os n'étaient pas les siens. Une autre théorie suggère que Fawcett aurait volontairement disparu. Certains pensent qu'il aurait trouvé sa cité de Zed et décidé d'y rester, fondant une sorte de communauté théosophique loin du monde moderne qu'il méprisait. Cette idée, bien que romanesque, cadre avec la personnalité mystique de l'explorateur qui était fasciné par l'occultisme. Aurait-il finalement atteint son but et choisi de ne jamais en revenir, protégeant son utopie du reste du monde? D'autres vont encore plus loin, imaginant qu'il aurait été fait prisonnier et serait devenu le chef d'une tribu cannibale, ou même qu'il aurait perdu la mémoire et fini ses jours en tant comme sauvage. Mais la question fondamentale demeure. La cité de Zed a-t-elle jamais existé? Tout comme pour l'Eldorado, l'archéologie moderne a radicalement changé notre perception de l'Amazonie. En 2003, l'archéologue Michael Eckenberger a découvert, dans la région même où Fawcett a disparu, les vestiges d'un vaste complexe de cités interconnectées, connues sous le nom de Kuikugu. Ces cités, datant d'environ 1500 ans, étaient dotées de routes, de ponts, de douves et de places. Elles auraient pu abriter jusqu'à 50 000 personnes. Fawcett, avec ses méthodes et ses intuitions,
Aurait-il été sur le point de faire l'une des plus grandes découvertes archéologiques du siècle? Est-il mort à quelques kilomètres seulement de son but, prouvant à titre posthume que sa folle obsession reposait sur une réalité tangible? Le destin de Percy Fawcett reste un mystère. Est-il le martyr d'une quête insensée, ou le prophète d'une histoire amazonienne que nous ne faisons que redécouvrir? Sa disparition nous rappelle que la jungle ne garde pas seulement les secrets des civilisations, mais aussi ceux des hommes qui osent la défier. Les géoglyphes d'Acre, les lignes sacrées de la forêt. Loin des récits d'explorateurs et des légendes dorées, notre prochain mystère nous vient du ciel. Pendant des décennies, il est resté invisible, caché sous l'épaisse canopée de l'État d'Acre, à l'ouest du Brésil, près de la frontière avec la Bolivie. Ce n'est qu'à partir des années 1970, avec l'accélération de la déforestation pour l'élevage de bétail, que l'incroyable secret a été révélé. Alors que les arbres tombaient, la terre mise à nu a dévoilé des centaines de formes géométriques parfaites, gravées dans le sol sur des centaines de kilomètres carrés. Des cercles, des carrés, des rectangles, des lignes concentriques et des chemins rectilignes, certains mesurant plusieurs centaines de mètres de diamètre. Ces structures monumentales, connues sous le nom de géoglyphes de l'Acre, ont stupéfié les archéologues. Qui a construit ces formes colossales et surtout, pourquoi? La datation au carbone 14 a révélé que ces terrassements sont incroyablement anciens. Les plus vieux remonteraient à plus de 2000 ans, bien avant l'arrivée des Incas ou des civilisations plus connues. Ils ont été construits par une société précolombienne dont nous ignorons tout. Son nom, sa langue, son organisation sociale. Tout ce que nous avons, c'est ce legs monumental et silencieux. La précision géométrique de ces structures est déconcertante. Les carrés sont orientés vers les points cardinaux avec une exactitude remarquable, suggérant des connaissances astronomiques avancées. La construction elle-même a dû nécessiter un effort collectif colossal, impliquant le déplacement de milliers de tonnes de terre pour creuser des fossés pouvant atteindre 11 mètres de large et 3 mètres de profondeur. Cela prouve l'existence d'une société organisée, sédentaire et capable de mobiliser une main-d'œuvre importante sur de longues périodes. L'Amazonie n'était donc pas une forêt vierge peuplée de petites tribus nomades, mais le foyer d'une civilisation bâtisseuse, bien avant ce que l'on imaginait. Mais la fonction de ces géoglyphes reste le mystère le plus total. La première hypothèse était qu'il s'agissait de structures défensives, des forts ou des villages fortifiés. Les fossés auraient pu servir de douves. Cependant, cette théorie a été rapidement écartée. La plupart des géoglyphes sont situés sur des plateaux, sans source d'eau à proximité, et ne contiennent que très peu d'artefacts archéologiques comme des poteries ou des outils, ce qui indique qu'ils n'étaient pas des lieux d'habitation permanente. De plus, leur forme géométrique ouverte ne semble pas offrir une protection efficace contre des assaillants. Il ne s'agissait donc pas de forteresses. Une deuxième théorie, plus plausible, est qu'il s'agissait de centres cérémoniels. Ces espaces auraient pu être utilisés pour des rituels religieux, des rassemblements sociaux ou des cérémonies astronomiques. Les formes géométriques auraient une signification symbolique ou cosmologique que nous avons perdue. Les lignes et les chemins qui relient certains géoglyphes suggèrent qu'ils faisaient partie d'un réseau plus vaste, une sorte de paysage sacré où les gens se déplaçaient pour des pèlerinages ou des événements saisonniers. Le fait que ces structures ne soient pleinement visibles que du ciel a conduit certains à des spéculations plus audacieuses. S'agissait-il de messages destinés aux dieux du ciel, ou, comme le suggèrent les théories plus marginales, de repères pour d'anciens astronautes? Si l'on écarte ces idées fantastiques, il reste une possibilité intrigante. Peut-être que l'acte de construire ces formes, l'effort collectif lui-même, était le rituel principal, une manière de marquer et de sacraliser le territoire. Une autre énigme est la disparition de ce peuple. Pourquoi une civilisation capable de réaliser de tels exploits a-t-elle complètement disparu aux alentours de l'an 1300, soit 2 siècles avant l'arrivée de Christophe Colomb? Certains scientifiques avancent l'hypothèse de changement climatique, comme des sécheresses prolongées, qui auraient rendu la région inhabitable et forcé les populations à migrer ou à s'effondrer. D'autres pensent que des conflits internes ou des épidémies auraient pu décimer cette société. Sans archives écrites, le mystère demeure entier. Les géoglyphes de l'Acre sont comme les célèbres lignes de Nazca au Pérou, mais encore plus énigmatiques car plus anciens et cachés par la forêt. Ils sont le témoignage d'une Amazonie préhistorique bien plus complexe et peuplée que nous ne l'avions jamais imaginée. Chaque nouvelle parcelle de forêt abattue révèle potentiellement de nouvelles formes,
de nouvelles pièces d'un puzzle historique gigantesque. Ironiquement, c'est la destruction de la forêt qui nous permet de redécouvrir son histoire, nous plaçant face à un dilemme terrible. Pour comprendre ce passé, nous devons détruire l'écosystème qu'il a si longtemps protégé. Terra Preta, le secret de la Terre Noire des Anciens. Notre prochain mystère ne se trouve ni dans les légendes ni dans le ciel, mais sous nos pieds. C'est un secret enfoui dans le sol même de l'Amazonie, un secret si puissant qu'il pourrait révolutionner l'agriculture moderne. Il s'agit de la Terra Preta do Indio, la terre noire de l'Indien. Le sol amazonien est, par nature, incroyablement pauvre. Les pluies torrentielles constantes lavent les nutriments, le rendant acide et peu fertile. C'est l'un des grands paradoxes de la région. Comment une biodiversité aussi exubérante peut-elle pousser sur une terre aussi stérile? Pourtant, au milieu de ces sols argileux et jaunes, les archéologues et les colons ont découvert des poches de terre d'un noir d'encre, d'une fertilité extraordinaire. Cette terra preta est si riche qu'elle peut être cultivée pendant des années sans aucun ajout d'engrais. Et plus étonnant encore, elle semble se régénérer d'elle-même. Pendant longtemps, on a cru que cette terre était d'origine volcanique ou le résultat de sédimentation naturelle. Mais la vérité est bien plus fascinante. Les analyses scientifiques ont révélé que la terra preta n'est pas un phénomène naturel. C'est un sol artificiel, un entresol, créé intentionnellement par les civilisations précolombiennes il y a entre 500 et 2500 ans. Ces anciens peuples amazoniens étaient des ingénieurs agronomes de génie. Ils ont littéralement fabriqué leur propre terre fertile. Mais comment ont-ils fait? La recette exacte reste un mystère, mais les scientifiques ont identifié les ingrédients clés. La terra preta contient une concentration exceptionnellement élevée de charbon de bois, biochar, de fragments de poterie, de matières organiques comme des restes de plantes, des arêtes de poissons, des os d'animaux et même des excréments humains. Le composant le plus important est le charbon de bois. En brûlant la biomasse lentement, dans un processus à faible oxygène appelé pyrolyse, les anciens Amazoniens créaient un charbon très poreux. Cette structure microscopique agit comme une éponge, retenant l'eau et les nutriments et offrant un habitat idéal pour des milliards de micro-organismes bénéfiques qui enrichissent le sol. Les fragments de poterie ajoutés à la terre aidaient également à l'aération et au drainage. Ce qui est véritablement stupéfiant, c'est que ces civilisations ont transformé leur plus grand obstacle, un sol pauvre, en leur plus grand atout. Elles ont créé un système d'agriculture durable à grande échelle qui a permis de nourrir des populations denses, soutenant les grandes cités dont nous découvrons aujourd'hui les vestiges. Les parcelles de terra preta, qui peuvent atteindre plusieurs centaines d'hectares et 2 mètres de profondeur, sont souvent situées là où se trouvaient d'anciens villages. Cela suggère qu'elles étaient créées par l'accumulation lente et délibérée de déchets domestiques et agricoles sur des générations. Il ne s'agissait pas d'un accident, mais d'une technique transmise et perfectionnée au fil des siècles. C'était une véritable symbiose entre l'homme et la forêt, une façon de cultiver qui enrichissait la terre au lieu de l'épuiser. Le mystère principal est la disparition de ce savoir-faire. Comment une technologie aussi vitale et révolutionnaire a-t-elle pu être complètement perdue? La réponse la plus probable est tragique. Avec l'arrivée des Européens au XVIe siècle, les maladies qu'ils ont apportées, comme la variole et la rougeole, ont ravagé les populations indigènes. On estime que jusqu'à 90% de la population amazonienne a péri en l'espace d'un siècle. Ce fut un effondrement démographique apocalyptique. Avec la mort des anciens, des agriculteurs et des chamans, le savoir oral complexe nécessaire à la fabrication de la terra preta s'est éteint. Les quelques survivants, désorganisés et traumatisés, n'ont pas pu maintenir ces pratiques. La jungle a alors repris ses droits, recouvrant les cités et les champs, et le secret de la Terre Noire a été oublié pendant 500 ans. Aujourd'hui, des scientifiques du monde entier tentent de redécouvrir cette recette perdue. Recréer la terra preta pourrait être une solution miracle pour la sécurité alimentaire mondiale et la lutte contre le changement climatique. Le biochar est incroyablement stable et peut séquestrer le carbone dans le sol pendant des milliers d'années, retirant ainsi du CO2 de l'atmosphère. Le mystère de la terra preta n'est donc pas seulement une énigme archéologique. C'est un héritage, une promesse pour l'avenir. Ces anciens peuples, que l'on a longtemps considérés comme primitifs, possédaient une sagesse écologique que notre monde moderne, avec son agriculture industrielle destructrice, peine à égaler. Ont-ils consciemment cherché à améliorer leur environnement? Ou cette terre fertile est-elle le sous-produit involontaire de leur mode de vie?
Quoi qu'il en soit, leur héritage silencieux sous nos pieds nous rappelle qu'une autre façon de vivre avec la nature et a toujours été possible. Les Chachapoyas, le peuple des nuages. Nous quittons maintenant les basses terres de la jungle pour nous élever vers un royaume de brume et de falaises vertigineuses. À la lisière de l'Amazonie péruvienne et des Andes, dans une région si reculée et escarpée qu'elle est restée isolée pendant des siècles, vivait un peuple mystérieux et féroce, les Chachapoyas, connus par les Incas sous le nom de guerriers des nuages. Entre 800 et 1500 de notre ère, ils ont bâti une culture unique dont les vestiges spectaculaires continuent de défier les archéologues. Ils n'étaient pas un empire unifié, mais une confédération de chefferies qui contrôlait les cols stratégiques entre les montagnes et la forêt. Leurs forteresses de pierre circulaires, comme l'imposante citadelle de Cuelap, perchée à 3000 mètres d'altitude, témoignent de leur génie architectural et de leur nature guerrière. Cuelap, avec ses murailles de 20 mètres de haut, est souvent comparée au Machu Picchu, mais elle est bien plus ancienne, et à certains égards, plus monumentale. Le premier mystère des Chachapoyas réside dans leurs origines. Qui étaient-ils et d'où venaient-ils? Leurs caractéristiques physiques, décrites par les chroniqueurs espagnols comme une peau très blanche et des cheveux blonds ou roux, les distinguaient nettement des autres peuples andins. Cela a donné naissance à de nombreuses théories, certaines suggérant qu'ils descendaient de marins européens ou carthaginois ayant traversé l'Atlantique bien avant Colomb. Cependant, les analyses génétiques modernes ont réfuté ces idées romantiques. Les Chachapoyas étaient bien un peuple amérindien, mais avec un patrimoine génétique distinct, suggérant un long isolement ou des origines que nous n'avons pas encore tracées. Leur culture semblait être un pont entre le monde andin et le monde amazonien, adoptant des éléments des deux, mais en créant quelque chose de totalement nouveau et unique. Leur fascination pour la mort est peut-être leur aspect le plus énigmatique. Les Chachapoyas pratiquaient des rites funéraires spectaculaires et uniques en leur genre. Ils enterraient leurs défunts de deux manières principales. La première consistait à placer les momies en position fétale dans des sarcophages anthropomorphes en argile et en paille, appelés puramachus. Ces statues, pouvant atteindre 2,5 mètres de haut, étaient ensuite installées sur des vires rocheuses inaccessibles au milieu de falaises abruptes. Elles ressemblent à des sentinelles silencieuses, veillant sur les vallées pour l'éternité. Comment ont-ils réussi à hisser ces lourds sarcophages sur des parois aussi dangereuses? Le mystère logistique reste entier. La seconde méthode était encore plus impressionnante. Des mausolées collectifs, de petites maisons funéraires comme celle de Revache, peintes en rouge et blanc avec des motifs symboliques, étaient construites directement dans la paroi de la falaise. Accéder à ces tombes aujourd'hui nécessite du matériel d'escalade de pointe. Imaginez comment ils les ont construites avec les outils de l'époque dépasse l'entendement. Pourquoi prenaient-ils de tels risques pour placer leurs morts dans des lieux aussi inaccessibles? Était-ce pour les protéger des pilleurs de tombes ou des animaux? Ou la raison était-elle plus profonde, plus spirituelle? Peut-être croyaient-ils que ces hauteurs brumeuses étaient un portail vers l'au-delà, un lieu où les âmes des morts pouvaient communier avec les dieux du ciel et de la montagne. Les falaises étaient des lieux liminaux, entre la terre et le ciel, entre le monde des vivants et celui des esprits. En plaçant leurs ancêtres là, ils assuraient non seulement leur repos, mais aussi leur protection continue sur la communauté. La fin des Chachapoyas est aussi dramatique que leur histoire. Ils ont résisté farouchement à l'expansion de l'Empire Inca pendant des décennies, mais ont finalement été conquis à la fin du XVe siècle. Les Incas, pour briser leur esprit rebelle, ont déporté une grande partie de la population vers d'autres régions de l'Empire, une politique de mitma. Lorsque les Espagnols sont arrivés quelques décennies plus tard, les Chachapoyas, voyant une opportunité de vengeance, se sont alliés à eux pour renverser les Incas. Mais cette alliance s'est avérée fatale. Les maladies européennes ont achevé ce que les guerres avaient commencé. Le peuple des nuages s'est éteint, emportant avec lui la signification de ses symboles, la clé de ses techniques de construction et les secrets de ses origines. Aujourd'hui, alors que les archéologues explorent les ruines de Cuelap et déchiffrent les tombes des falaises, ils ne font que commencer à comprendre la complexité de cette culture perdue, un peuple qui vivait littéralement entre ciel et terre, et dont l'histoire reste suspendue dans les nuages. Chanetinpishka, la rivière Kibo. Au cœur de la jungle péruvienne, il existe une légende que les chamans se transmettent depuis des générations. C'est l'histoire d'une rivière si chaude qu'elle cuit instantanément tout ce qui y tombe, une rivière née lorsque l'esprit d'un serpent géant, Yakumama, s'est retiré dans les entrailles de la terre.
Pendant des siècles, le monde extérieur a considéré cette histoire comme un simple mythe, une fable pour effrayer les enfants. Après tout, une rivière bouillante ne peut exister que près d'un volcan actif, et le volcan le plus proche se trouve à plus de 700 km. Scientifiquement, cela semblait impossible. Pourtant, en 2011, le géoscientifique Andrés Russo, guidé par sa tante péruvienne, a redécouvert ce lieu légendaire. Le mythe était vrai. La rivière, appelée Chanetin-Pixca par les locaux, ce qui signifie bouillie avec la chaleur du soleil, existe bel et bien. Sur une section de plus de 6 km, l'eau de cette rivière atteint des températures allant de 50 à plus de 90 degrés Celsius, assez chaudes pour provoquer des brûlures au 3e degré en quelques secondes. De petits animaux qui y tombent, grenouilles, insectes, serpents, sont cuits vivants. La vapeur s'élève de l'eau en permanence, enveloppant la jungle environnante d'un brouillard chaud et étrange. Le bruit de l'eau n'est pas celui d'un cours d'eau paisible, mais un bouillonnement constant et menaçant. La découverte de Russo a posé un immense mystère géologique. Comment une telle anomalie géothermique peut-elle exister si loin de toute activité volcanique? D'où vient cette chaleur colossale capable de faire bouillir un fleuve entier? La première théorie a été de chercher une source de chaleur artificielle. La région étant une zone d'extraction pétrolière, il était possible qu'un accident ou une fuite d'un pipeline de pétrole ou de gaz chauffe la rivière. Cependant, des analyses approfondies ont montré que l'eau était d'une pureté remarquable. Il ne s'agissait pas de pollution industrielle. La source de la chaleur était entièrement naturelle, ce qui rendait le phénomène encore plus déroutant. La science conventionnelle n'avait pas d'explication immédiate pour un système géothermique d'une telle ampleur dans un contexte non volcanique. L'hypothèse la plus probable, sur laquelle les scientifiques travaillent actuellement, est celle d'un système hydrothermal unique. La Terre possède un gradient géothermique. Plus on creuse profondément, plus il fait chaud. L'eau de pluie qui tombe sur le bassin amazonien pourrait s'infiltrer très profondément dans la croûte terrestre à travers un réseau de failles et de fissures. À ces profondeurs, l'eau serait chauffée par le gradient naturel de la Terre, puis remonterait rapidement à la surface par une faille majeure, sans avoir le temps de refroidir. La rivière bouillante serait donc l'exutoire de ce gigantesque radiateur souterrain. C'est un peu comme si la Terre avait une artère d'eau chaude qui saignait directement dans la jungle. Cette configuration géologique, si elle est avérée, serait extraordinairement rare, peut-être même unique au monde. Au-delà de l'explication scientifique, le mystère historique et culturel de la rivière demeure. Le site est considéré comme sacré par la communauté indigène Ashaninka depuis des temps immémoriaux. Pour eux, ce n'est pas une simple curiosité géologique, c'est un lieu de pouvoir, habité par des esprits puissants. C'est un endroit où les chamans viennent pour communier avec le monde spirituel, pour guérir et pour apprendre. Le fait que ce lieu ait été connu et vénéré pendant des siècles par les peuples locaux, alors qu'il était totalement inconnu de la science, soulève des questions profondes sur notre propre connaissance du monde. Combien d'autres merveilles naturelles, combien d'autres lieux sacrés comme celui-ci, existent encore, cachés dans les dernières régions inexplorées de la planète, protégés uniquement par les traditions orales des peuples indigènes? Le futur de la rivière bouillante est aujourd'hui menacé. La déforestation illégale se rapproche dangereusement, menaçant de détruire cet écosystème fragile et unique. Si la forêt qui l'entoure est coupée, le système hydrologique qui alimente les failles souterraines pourrait être perturbé et la rivière pourrait littéralement s'éteindre. Le mystère de Chanetin-Pixca est donc double. C'est une énigme scientifique qui nous force à repenser nos modèles géologiques. Mais c'est aussi un rappel poignant de la fragilité des merveilles de notre monde et de l'importance des savoirs ancestraux. Allons-nous réussir à percer ces secrets avant qu'il ne soit trop tard, ou cette rivière, autrefois simple mythe, retournera-t-elle au silence, détruite par le monde même qui venait à peine de la découvrir? L'ombre de la mégafaune et les premiers humains. Notre avant-dernier mystère nous transporte bien plus loin dans le temps, à une époque où l'Amazonie était un monde totalement différent. Il y a plus de 12 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, la jungle telle que nous la connaissons n'existait pas encore. Le climat était plus sec et plus frais, et le paysage était une mosaïque de savanes, de forêts clairsemées et de zones humides. Ce monde perdu était peuplé de créatures gigantesques, une mégafaune digne d'un film fantastique. Des paresseux terrestres de la taille d'un éléphant, les mégathériums, se déplaçaient lentement à travers les plaines. Des glyptodons,
Des tatous géants protégés par une carapace osseuse aussi grande qu'une petite voiture broutaient l'herbe. Des mastodontes, parents des éléphants, et des toxodons, des créatures ressemblant à des rhinocéros hippopotames, parcouraient ces terres. Et au milieu de ces géants, un nouveau prédateur venait d'arriver. L'Homo sapiens, les premiers humains à pénétrer le continent sud-américain. Le grand mystère de cette période est double. Qui étaient ces premiers Amazoniens? Et quel rôle ont-ils joué dans la disparition soudaine et massive de cette mégafaune? Pendant longtemps, la théorie dominante, dite de Clovis First, soutenait que les premiers humains étaient arrivés en Amérique du Nord il y a environ 13 000 ans, puis s'étaient rapidement dispersés vers le sud. Cependant, des découvertes archéologiques récentes en Amazonie ont complètement bouleversé cette chronologie. Des sites comme celui de Monte Verde au Chili et surtout la Serranía de la Lindosa en Colombie ont fourni des preuves d'une présence humaine bien plus ancienne, remontant à 12 600 ans, voire plus. Dans la Lindosa, les archéologues ont découvert une chapelle Sixtine des Anciens, une paroi rocheuse de près de 13 km de long, couverte de dizaines de milliers de peintures rupestres d'un rouge ocre éclatant. Ces peintures sont une fenêtre sur ce monde perdu. Elles représentent des humains chassant, dansant, ainsi que des motifs géométriques. Mais surtout, elles dépeignent avec une précision étonnante les animaux de la mégafaune. On y voit clairement des mastodontes, des paléolamas, des paresseux géants. Ces œuvres d'art prouvent non seulement que les premiers humains sont arrivés en Amazonie, bien plus tôt qu'on ne le pensait, mais aussi qu'ils ont coexisté et interagi avec ces créatures titanesques. Cela soulève une question cruciale. Comment ces petits groupes de chasseurs-cueilleurs ont-ils réussi à survivre et à prospérer dans un environnement dominé par de tels monstres? Avaient-ils développé des techniques de chasse sophistiquées pour abattre ces géants, ou se contentaient-ils de les éviter et de chasser du plus petit gibier? Ceci nous amène à la seconde partie du mystère, l'extinction. Il y a environ 10 000 ans, la quasi-totalité de cette mégafaune a disparu de la surface de la Terre. Deux grandes théories s'affrontent pour expliquer cette hécatombe. La première est celle du changement climatique. À la fin de l'ère glaciaire, le climat s'est rapidement réchauffé et humidifié. Le paysage a changé radicalement. La savane a reculé, remplacée par la forêt tropicale, dense que nous connaissons. La mégafaune, adaptée à un environnement ouvert, n'aurait pas pu survivre à ce changement brutal de végétation et d'habitat. Il se serait éteint de faim, incapable de s'adapter. La seconde théorie, plus controversée, est celle du blitzkrieg humain ou overkill hypothesis. Selon cette idée, les premiers humains, armés de lances et de techniques de chasse en groupe, auraient été des superprédateurs si efficaces qu'ils auraient exterminé les grands mammifères. Ces animaux, n'ayant jamais été confrontés à un prédateur aussi intelligent et organisé, n'auraient eu aucune défense. Les humains auraient massacré les troupeaux, provoquant un effondrement écologique en chaîne. Les peintures de la Lindosa, montrant des scènes de chasse, semblent donner du poids à cette théorie. La vérité se trouve probablement dans une combinaison des deux. Les changements climatiques ont fragilisé les populations de la mégafaune, les rendant plus vulnérables à la pression de la chasse exercée par les humains. L'homme n'aurait été que le coup de grâce porté à un monde déjà mourant. Mais l'ampleur de notre rôle reste l'objet d'un débat houleux. Sommes-nous, dès notre arrivée sur ce continent, des destructeurs d'écosystèmes? L'extinction de la mégafaune amazonienne serait alors notre premier grand péché écologique, une ombre qui plane sur notre histoire depuis des millénaires. Les peintures rupestres, ces messages silencieux venus du fond des âges, sont à la fois une célébration d'un monde perdu et peut-être un avertissement. Elles nous rappellent que l'Amazonie que nous cherchons à protéger aujourd'hui n'est qu'un pâle reflet d'un royaume bien plus grandiose, un royaume de géants que nos ancêtres ont connu et peut-être contribué à anéantir. L'ombre de la mégafaune et les premiers humains. Notre avant-dernier mystère nous transporte bien plus loin dans le temps, à une époque où l'Amazonie était un monde totalement différent. Il y a plus de 12 000 ans, à la fin de la dernière période glaciaire, la jungle telle que nous la connaissons n'existait pas encore. Le climat était plus sec et plus frais, et le paysage était une mosaïque de savanes, de forêts clairsemées et de zones humides. Ce monde perdu était peuplé de créatures gigantesques, une mégafaune digne d'un film fantastique. Des paresseux terrestres de la taille d'un éléphant, les mégathériums, se déplaçaient lentement à travers les plaines. Des glyptodons, des tatous géants protégés par une carapace osseuse aussi grande qu'une petite voiture, broutaient l'herbe. Des mastodontes, parents des éléphants, et des toxodons,
des créatures ressemblant à des rhinocéros hippopotames parcouraient ces terres. Et au milieu de ces géants, un nouveau prédateur venait d'arriver. L'Homo sapiens, les premiers humains à pénétrer le continent sud-américain. Le grand mystère de cette période est double. Qui étaient ces premiers Amazoniens? Et quel rôle ont-ils joué dans la disparition soudaine et massive de cette mégafaune? Pendant longtemps, la théorie dominante, dite de Clovis First, soutenait que les premiers humains étaient arrivés en Amérique du Nord il y a environ 13 000 ans, puis s'étaient rapidement dispersés vers le sud. Cependant, des découvertes archéologiques récentes en Amazonie ont complètement bouleversé cette chronologie. Des sites comme celui de Monte Verde au Chili et surtout la Serrania de la Lindosa en Colombie ont fourni des preuves d'une présence humaine bien plus ancienne, remontant à 12 600 ans, voire plus. Dans la Lindosa, les archéologues ont découvert une chapelle Sixtine des Anciens, une paroi rocheuse de près de 13 km de long, couverte de dizaines de milliers de peintures rupestres d'un rouge ocre éclatant. Ces peintures sont une fenêtre sur ce monde perdu. Elles représentent des humains chassant, dansant, ainsi que des motifs géométriques. Mais surtout, elles dépeignent avec une précision étonnante les animaux de la mégafaune. On y voit clairement des mastodontes, des paléolamas, des paresseux géants. Ces œuvres d'art prouvent non seulement que les premiers humains sont arrivés en Amazonie, bien plus tôt qu'on ne le pensait, mais aussi qu'ils ont coexisté et interagi avec ces créatures titanesques. Cela soulève une question cruciale. Comment ces petits groupes de chasseurs-cueilleurs ont-ils réussi à survivre et à prospérer dans un environnement dominé par de tels monstres? Avaient-ils développé des techniques de chasse sophistiquées pour abattre ces géants, ou se contentaient-ils de les éviter et de chasser du plus petit gibier? Ceci nous amène à la seconde partie du mystère, l'extinction. Il y a environ 10 000 ans, la quasi-totalité de cette mégafaune a disparu de la surface de la Terre. Deux grandes théories s'affrontent pour expliquer cette hécatombe. La première est celle du changement climatique. À la fin de l'ère glaciaire, le climat s'est rapidement réchauffé et humidifié. Le paysage a changé radicalement. La savane a reculé, remplacée par la forêt tropicale, dense que nous connaissons. La mégafaune, adaptée à un environnement ouvert, n'aurait pas pu survivre à ce changement brutal de végétation et d'habitat. Il se serait éteint de faim, incapable de s'adapter. La seconde théorie, plus controversée, est celle du blitzkrieg humain ou overkill hypothesis. Selon cette idée, les premiers humains, armés de lances et de techniques de chasse en groupe, auraient été des superprédateurs si efficaces qu'ils auraient exterminé les grands mammifères. Ces animaux, n'ayant jamais été confrontés à un prédateur aussi intelligent et organisé, n'auraient eu aucune défense. Les humains auraient massacré les troupeaux, provoquant un effondrement écologique en chaîne. Les peintures de la Lindosa, montrant des scènes de chasse, semblent donner du poids à cette théorie. La vérité se trouve probablement dans une combinaison des deux. Les changements climatiques ont fragilisé les populations de la mégafaune, les rendant plus vulnérables à la pression de la chasse exercée par les humains. L'homme n'aurait été que le coup de grâce porté à un monde déjà mourant. Mais l'ampleur de notre rôle reste l'objet d'un débat houleux. Sommes-nous, dès notre arrivée sur ce continent, des destructeurs d'écosystèmes? L'extinction de la mégafaune amazonienne serait alors notre premier grand péché écologique, une ombre qui plane sur notre histoire depuis des millénaires. Les peintures rupestres, ces messages silencieux venus du fond des âges, sont à la fois une célébration d'un monde perdu et peut-être un avertissement. Elles nous rappellent que l'Amazonie que nous cherchons à protéger aujourd'hui n'est qu'un pâle reflet d'un royaume bien plus grandiose, un royaume de géants que nos ancêtres ont connu et peut-être contribué à anéantir. De l'or illusoire de l'Eldorado au dernier peuple libre de la forêt, l'Amazonie reste une terre de questions sans réponse. Chaque découverte ne fait que creuser plus profondément le mystère, révélant la complexité d'un passé que nous avions sous-estimé. La jungle, par sa puissance vitale, a protégé ses secrets pendant des siècles. Mais aujourd'hui, alors que la forêt recule, son histoire nous est révélée dans une course contre la montre. Les plus grands mystères ne sont peut-être pas ceux qui sont enterrés sous la terre, mais ceux qui se trouvent dans notre propre capacité à comprendre et à préserver ce qui reste de ces mondes oubliés. L'histoire de l'Amazonie continue de s'écrire, et ses chapitres les plus cruciaux sont peut-être ceux que nous vivons en ce moment même.